donc, pour cette table ronde, nous avons donc, Lise Henry, qui est toujours neuromusicothérapeute à mes côtés. Armelle Augustignac, donc, qui est chargée de projet de médiation au Musée des Beaux-Arts d'Arras et qui a réalisé donc un mémoire de master intitulé « Devenir visiteur par la participation, la co-création d'une capsule avec Musère, avec les Arageois au Musée des Beaux-Arts d'Arras ». À ses côtés, Mélissa Mathieu, donc, qui est docteur en musicologie, qui a réalisé sa thèse donc, de doctorat autour des dispositifs de médiation sonore muséale, le cas du parcours fictionnel jeune public au Musée national de la Marine. À ses côtés, donc, Madame Françoise Canon-Roger, qui est bénévole de l'association France Alzheimer Aube, association avec laquelle nous avons un partenariat de visite régulier au musée. Et à ses côtés, Laurent Giuliani, donc, qui est fondatrice de l'agence sonore Aken, qui est basée donc à Rennes. Voilà. Donc, cette table ronde, alors voilà, on l'a un peu introduit avec la conférence de Madame Henry. C'est vrai que de manière assez instinctive, c'est vrai que les musées depuis longtemps, avec le sens privilégié au musée a été quand même très longtemps la vue. La vue qui était vraiment le sens permettant d'apprécier, de contempler une œuvre d'art. Et puis, c'est vrai que petit à petit, les pratiques sonores s'introduisent au musée. Alors, on trouve aussi bien des concerts organisés dans les musées, mais également des audioguides habillés de matières sonores, voire musicales. La musique également qui s'introduit au sein des médiations. Cette table ronde propose vraiment d'interroger un petit peu toutes ces pratiques sonores justement qu'on peut développer dans les musées et l'impact que ces pratiques peuvent avoir sur le public en général et plus particulièrement sur le public en situation de handicap. Donc voilà, nous allons questionner un petit peu les usages de ces différents dispositifs et leur rôle justement en matière d'inclusion. En insistant justement sur les effets que pourraient avoir donc ces médias sonores pour les personnes en situation de handicap, donc au musée. Voilà. Donc nous commençons. Voilà, avec vous, Mélissa Mathieu. Donc vous proposez dans votre thèse un croisement de différentes médiations muséales avec justement les différentes pratiques de médiation sonore. Est-ce que vous pouvez, Mélissa, s'il vous plaît, nous exposer un petit peu quelles sont les différentes pratiques de médiation sonore que vous avez pu identifier, observer dans les différents musées? Normalement, c'est allumé. Ah, il est allumé? Oui, je l'ai allumé. Je ne voyais pas de lumière. Oui, alors donc dans le cadre de ma thèse, des premières choses qu'on fait en fait quand on est en doctorat, c'est de circonscrire un sujet et donc de regarder un peu tout ce qui se fait à ce propos. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était les dispositifs donc, de médiation sonore dans les musées. Sonore et son, donc ça renvoie au phénomène physique, ça renvoie à une sensation, ça renvoie à un espace, à un média, et à la question de l'expérience. La médiation, donc c'est la question de l'intermédiaire. Moi, j'aime beaucoup la définition que donne Bernard Darras, qui est un sémioticien, et qui parle de négociation. C'est une négociation du sens, en fait, la médiation. Et la notion de dispositif, donc, qui renvoie à l'ancrage plus technique, en fait, de cette médiation dans un espace, dans un contexte de production, voilà. Donc j'ai tenté de circonscrire donc ce sujet en m'intéressant donc à des sources diverses et variées. Je me suis beaucoup aidée de deux ouvrages. Donc un ouvrage qui s'appelle la médiation culturelle donc de Serge Chaumier et François Mérès, et un autre donc la muséologie, histoire, développement, enjeux actuels de André Gob et Noémie Drouguet, donc 2023. Donc dans ces deux sources, en fait, ces deux sources en fait, permettent de circonscrire différents types de médiation. Donc pour ce qui est de Mérès et de Chaumier, merci. Donc il parle de médiation de contenu, il parle de médiation formelle, il parle de médiation culturelle, de médiation esthétique. Et donc pour l'autre ouvrage, il parle donc de différentes approches espographiques. Espographie, c'est ce qui renvoie en fait à l'art de l'exposition,
Et donc moi, j'ai récupéré en fait ces catégories pour voir un peu le son, finalement, comment il intervient dans les musées. Parce que c'est une vaste question, enfin, il y a énormément de choses qui sont... parler d'énormément de choses. En dehors des murs, la médiation sonore, donc ça renvoie à des actions pédagogiques, sociales, dans le domaine du soin notamment, donc dans le domaine donc dans le champ de la psychiatrie, associé à des pratiques donc, de communication non verbale. Il y a également donc des pratiques artistiques hors les murs, donc par exemple les fameuses balades sonores, qui permettent donc une accessibilité finalement des collections en dehors des murs du musée. Je pense notamment à Brit Padilla, qui est une artiste sonore qui, à partir en fait des collections du MUSEM, avait fait une sélection d'objets. Elle avait composé des pièces électro-acoustiques, des petites pièces musicales qu'on pouvait entendre en fait dans Marseille à différents endroits. Et donc c'était pour sortir un peu les collections hors du mur. Il y a aussi des artistes sonores qui font de la médiation. Alors, je pense à Widitat, donc à la maison, la maison d'accueil temporaire Andy Répi à Créteil, qui proposait, donc c'est un dispositif où en fait il s'asseyait et puis il y avait donc des patients qui lui tenaient les mains. Et tant qu'il lui tenait les mains, il y avait une musique en fait qui était jouée. Et puis quand il lâchait les mains, en fait la musique s'interrompait. S'il touchait une autre partie du corps, en fait, la musique, elle était modifiée. Et donc, il lui parle d'art relationnel, et l'idée, c'est que par le contact humain, en fait, ça puisse libérer la parole, en fait, pour certains patients qui auraient certaines difficultés, justement, à extérioriser. Dans les murs du musée, je ne sais pas être trop longue, du coup, j'ai beaucoup de notes, mais donc, moi, j'ai donc catégorisé à partir donc, de ces fameux ouvrages. Donc, j'ai regardé ce qui se passe du côté de la médiation formelle, en fait, qui est la médiation, si vous voulez, la scénographie, la question de l'architecture, la question de la conception sonore pour un espace, en fait. Et donc là, ça va l'accessibilité de la question de l'assainissement acoustique des espaces. Dans des espaces qui sont un peu anciens, vous avez par exemple un parquet qui grince ou des choses un peu comme ça qui sont des parasites. Donc, comment on peut assainir les espaces pour éviter la fatigabilité du visiteur et pour favoriser une communication. Et pour des espaces plus récents, comme ici par exemple, on a la chance d'avoir un parquet qui ne grince pas. Et donc il y a évidemment que la question de l'acoustique est bien plus intégrée. Dans cette histoire de médiation formelle, donc je place aussi tout ce qui est ce qu'on appelle les fameuses ambiances musicales ou sonores. Donc ces sortes d'ambiances qui sont là en fait pour faciliter la flânerie, faciliter l'immersion dans un espace. Et parfois de manière volontairement purement esthétique. En fait, je pense donc à une exposition qui s'appelait La Joconde à Pays de la Bourse à Marseille, qui était une exposition avec uniquement en fait des œuvres de la Joconde numériques, enfin des œuvres numériques. Et il y avait donc Ron, qui est un artiste de musique électronique, qui avait composé une sorte de bande-son qui tournait comme ça, d'ambiance, qui était faite vraiment pour immerger. C'est ce qu'on voit aussi dans les cadres de lumière, par exemple, avec ce qui accompagne le mapping ou ce genre de choses. Et vous avez des approches plus situationnelles. Par exemple, au musée du Quai Branly, je ne sais pas si vous l'avez fait récemment, vous avez donc les collections, leurs bandes son. Donc, en fait, vous avez du son dans l'ensemble du musée. Et donc, ces sons, soit ils sont vraiment reliés à certains objets, soit ce sont des sons contextuels en fonction des espaces dans lesquels vous vous situez, soit ce sont des sons qui aident, en fait, justement, au déplacement, qui vous font comprendre que vous sortez d'une zone pour entrer dans une autre zone, donc qui accompagnent finalement la mobilité. Voilà. Pour la médiation, maintenant, si on parle de médiation esthétique, donc c'est plutôt ce qui a trait aux arts sonores. Donc, par exemple, les installations sonores qui sont des œuvres et qui cherchent en fait plutôt les réactions émotionnelles ou sensorielles ou à faire réfléchir aussi. Alors là, moi, il y a deux exemples que j'aime bien. Il y en a une, c'est Serpentinata de Bernhard Leitner, qui est un artiste allemand. Et donc, il travaille l'espace avec des structures métalliques. C'est une sorte de grand serpent dans tout l'espace. Puis vous avez du son un peu comme du sable vous avez un ensemble d'haut-parleurs en fait sur ce grand serpent et vous pouvez vous promener au milieu quand vous êtes visiteur et vous avez le son qui circule. Et donc là, c'est travailler sur la question de l'espace, de la perception du son et sur des installations qui sont qui cherchent aussi un peu à titiller un peu la réflexion. Une que j'aimais beaucoup, c'était au musée des tapisseries à Aix-en-Provence dans le cadre de la Biennale des Arts Contemporains où il y avait Gaëtan Parseillan, donc qui est un artiste sonore à Délétère, qui est un collectif à Marseille, et qui avait proposé une installation. Donc c'était des petits haut-parleurs qui étaient suspendus à des fils
Et pour chaque petit haut-parleur, il y avait un son d'abeille. Donc en fait, il a enregistré le son d'une abeille, puis d'une autre. Et donc, vous, en tant que visiteur, vous pouvez vous promener avec tous ces petits sons d'abeilles, avec des fils qui sont à différentes hauteurs. Et donc, c'était pour inviter en fait à réfléchir à la disparition des abeilles en fait et à l'importance de chaque abeille pour une ruche, c'est important. Et voilà. Donc là, c'était une œuvre qui invitait à la réflexion. La médiation de contenu, c'est plutôt le son en tant que patrimoine. C'est une approche plus cognitive, donc c'est une approche, oui, documentaire, historiciste, c'est-à-dire, par exemple, aller chercher une archive pour illustrer un objet quand c'est possible, quand il y en a. Donc, par exemple, quand je travaillais au musée de transmission, qui est un musée militaire, j'ai travaillé rapidement là-bas. Et donc, je recherchais des archives sur le site de l'OCPAD, sur le site de Pathé-Gaumont Archives, pour illustrer certains objets, comme par exemple le télégraphe Baudot. Donc, c'est trouver des sons c'est le fameux Morse, parce que ces objets, en fait, effectivement, la radiotransistor, enfin, en fait, il y a certains objets qui, sans son, sont difficilement c'est pas forcément très esthétique, enfin, c'est pas forcément très beau à voir. Et puis bon, voilà, si vous n'avez pas le son, vous manquez quand même une bonne partie d'information. Donc c'est utile de mettre du son. Quand il n'y a pas de son, ça peut être un travail de reconstitution, historiquement informé et écologiquement situé. C'est ce que fait l'archéoacoustique. Je ne sais pas si vous connaissez Mylène Pardoën, par exemple, qui est quand même très connue, qui est une ingénieure du son CNRS de formation, et puis qui, par exemple, travaille au château Guénelon. Je ne sais pas si vous voyez ce château où, en fait, on reconstruit le château avec des techniques anciennes, et en fait, elle fait un travail de captation, d'enregistrement, en fait, de sons, travail artisanaux, de travaux artisanaux, pardon, à l'ancienne, donc pour garder une trace, et pour pouvoir aussi, pourquoi pas, dans une optique de médiation, créer des outils. L'archéoacoustique, c'est aussi la reconstitution d'acoustique du passé. Donc, par exemple, mon laboratoire, on a travaillé au Palais des Papes à Avignon sur la reconstitution de l'acoustique de la Grande Chapelle. C'est-à-dire que la Grande Chapelle, actuellement, au Palais des Papes, il n'y a plus de mobilier, il n'y a plus de tenture, il n'y a plus rien. Alors qu'au XVe siècle, c'était extrêmement chargé en mobilier. Le mobilier, les tentures, ça absorbe le son, ça modifie l'acoustique. Donc l'idée, c'était, dans l'optique justement de créer un outil de médiation qui soit historiquement fiable, voilà, de pouvoir donc voilà proposer un outil avec la vraie acoustique du XVe siècle et comment on chantait à l'époque, donc aussi voilà les chantres se situent à certains endroits, donc tout ce que nous donne en fait la littérature à ce sujet. Dans le champ de la médiation de contenu, donc tout ce qui est d'ordre du patrimoine, il y a le principe de sonification, donc qui est l'idée de donner des sons, d'ajouter des sons artificiels en fait à un objet qui n'est pas sonore. Et là, je pense par exemple au Cosmophone, qui est un dispositif à la Cité des Arts et des Sciences, des Cités des Sciences et de l'Industrie, pardon. Et donc le Cosmophone, en fait, ça permet d'entendre les flux de rayons cosmiques qui nous traversent de part en part. C'est-à-dire que continuellement, on est traversé par des rayons qui viennent de l'espace. Et ça, on n'en a pas conscience. Donc, plutôt que de passer par un discours très professoral, très compliqué sur la nature de ces rayons, ce dispositif, en fait, par un système de transducteur, en fait, permet de sonoriser ces mouvements et donc de faire l'expérience sensible de ce qui nous traverse en continu. Donc ça, c'est un outil d'accessibilité aussi qui est extrêmement fort pour n'importe qui. En fait, c'est très parlant. Enfin, les dispositifs aussi plus analogiques, donc musique animale, par exemple, à la Philharmonie de Paris, il y avait des appos pour, voilà, pour faire le chant des oiseaux. Il y avait tout un tas voilà, de petites choses à manipuler pour faire du son. Quatrième champ de médiation, et après je m'arrêterai. Je suis désolée, on est un peu nerveuse. La médiation, donc on arrive à la question de la médiation culturelle, qui est vaste champ. Donc c'est le son donc, qui est là pour combler des écarts culturels, qui est là pour améliorer finalement la communication, avec quelque chose de très concret, qui est la question de l'accessibilité au sens le plus stricto sensu, donc les audioguides, avec plusieurs langues, les parcours en FALC, les audios description, les outils de suppléance perceptive. Je ne sais pas si vous connaissez l'ostéophonie, qui est en fait la conduction du son par les os. Je sais pas, on commence à avoir quelques dispositifs. Donc c'est par exemple des bancs, vous allez poser les coudes, vous allez faire un petit tour vent sur vos oreilles, et en fait le son passe par les os.
Et donc ça, c'est très utile pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, et c'est aussi utile parce que ça permet de libérer les oreilles. Vous avez des casques même qui sont vendus, par exemple si vous allez courir, faire votre footing, ça permet justement, si on vous klaxonne, vous n'êtes pas complètement absorbé par les oreilles en fait du son. La médiation donc, artistique dans le champ de médiation culturelle, donc, qui explore donc, des approches relationnelles ou voire thérapeutiques. Donc c'est un peu ce qu'explore par exemple la médiation sensible, avec donc un intérêt tout particulier pour les médiations humaines, parce qu'évidemment, là, je parle beaucoup de dispositifs techniques, mais une visite comptée, une visite chantée, on est aussi sur voilà, la question du son, de la musique. Et vous avez aussi donc, des artistes comme Salomé Voigelin, qui avait proposé des promenades phonographiques à la Tate Britain et à la Tate Moderne de Londres. Et donc, elle proposait en fait d'avoir un petit guide au préalable, une sorte de petit où en fait il y avait écrit qu'est-ce que vous entendez? Faites quelques pas, qu'est-ce que vous percevez? Entendez-vous bah voilà, vos pas entendre, voilà. En fait, c'est une sorte de petit guide qui vous permet de faire une visite en portant attention tout particulièrement à votre environnement sonore qui est constamment riche et modulé par tout ce qui s'y passe. Et voilà, donc ça, c'est ce que proposait Salomé Voigelin. Et ensuite, il y a évidemment tous les champs d'écriture sonore narrative. Donc là, il y a, je pense que Laurence pourra plus bien parler que moi, inspiré donc de la création radiophonique, venant du tourisme, des industries culturelles et créatives, avec tout un tas de narrations, notamment de formes de narration, notamment la fiction, qui est quand même, aujourd'hui, on voit beaucoup de parcours fictionnels, c'est-à-dire qu'ils vont emprunter à des personnages, et c'est souvent associé aussi à des techniques et des technologies du son spatialisées. Vous avez, je pense, entendu parler des parcours en son binaural, donc ces fameux, vous avez un casque et vous pouvez entendre le son autour de vous. Donc vous avez par exemple à Vaux-le-Vicomte, vous avez le parcours pour enfants avec le fameux écureuil volant qui se promène et qui guide l'enfant. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'était pour les formes savantes à l'hôtel Cabrières Sabatier d'Espérance à Montpellier, qui est en fait le département des arts décoratifs du musée Fabre, et vous aviez une exposition autour des objets designés par Constance Guisset, et donc vous aviez des discours entre les objets. C'est-à-dire que la lampe, elle parlait au fauteuil, etc. Et c'était donc diffusé. C'était fixe, c'était pas un parcours audiomobile, c'est-à-dire avec un casque. C'était vraiment fixe, et vous aviez comme ça des dialogues un peu à la Alice au pays des merveilles, quoi. Donc c'était très sympa aussi. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Oui, sur le panorama. Oui, j'avais bien préparé. Voilà. Oui, mais c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, le sonore peut revêtir des formes hein, vraiment très diverses selon les collections des musées aussi, hein, effectivement. Oui. Mais et voilà, le musée qui a été très longtemps le temple de la vue, hein, effectivement, qui finalement n'est pas un espace neutre. Hein, effectivement, on rentre dans un musée, il y a forcément des bruits aussi. Hein. Oui, et je dois une phrase. Du coup, c'est vrai que là, mon point de vue, c'est de partir de la question de l'écriture et de l'expérience visiteur, et non pas vous parler justement des dispositifs techniques. Pas parler de casque, ça c'est audiomobile, ça c'est voilà, parce qu'effectivement ça tout dépend, ça c'est des choses qui viennent en fait en fonction du projet, du lieu, et c'est pas ce qui me semble être le plus important finalement dans cette question de médiation sonore. Il y a tellement plus de choses à. Enfin, c'est très très vaste et on n'a pas vu encore grand chose, je pense. Oui, mais effectivement, on perçoit que parallèlement à la vue, il y a tous ces différents sens qui en fait sont présents aussi hein, quand on entre au musée et qu'on cherche de plus en plus aussi à les solliciter. Et oui, l'œuvre peut se suffire en elle-même, hein, mais en même temps, comme ces différents dispositifs et la simulation de ces différents sens peut renforcer également l'expérience qu'on va avoir hein, du coup face à la contemplation visuelle donc des œuvres d'art. Laurence Giuliani, donc, vous dirigez l'agence Aken et donc vous proposez au sein de cette agence donc, Sonore Aken des parcours sonores à destination donc, des sites patrimoniaux et des musées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces parcours sonores justement diffèrent des audioguides classiques qu'on va retrouver on trouve depuis de nombreuses années? Quel rôle donc va jouer justement la musique ou l'habillage sonore dans ces parcours? Vous me donnez combien de temps, Marine? Non, ça va mettre ça. 5 minutes 4 Non, 5. Et une négo, c'est comme ça, il fallait commencer plus haut. Je fais au mieux. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
Donc, en effet, j'ai fondé cette agence qui s'appelle Aken. Aken, révélateur de territoire, territoire dans son sens large, juste pour dire que nous, dans notre métier, on essaye de faire œuvre de médiation. Donc, on essaye vraiment de se mettre dans ce rôle un peu de passeur, mais aussi de révélateur de connaissances, etc., etc. On a un peu deux jambes éditoriales sur lesquelles on marche. Une qui est en effet du côté de la fiction, où on va travailler en co-création avec l'équipe du musée du lieu de patrimoine pour établir un brief, une ligne édito, une feuille de route, etc. Et après, on va travailler avec des scénaristes, dont je fais partie, je suis autrice également, pour mettre en scène, en effet, des parcours fictionnels à vue de transmission de connaissances. Et puis, on marche aussi sur une autre jambe, qui est celle du récit documentaire, qui, elle, va s'appuyer sur de l'archive, mais qu'on va collecter sous forme de témoignages, d'interviews. On va chercher dans ce cadre-là à aller interviewer une pluralité, une diversité de personnes et de voix et de points de vue. L'idée étant vraiment de permettre aux visiteurs, aux visiteuses de finalement s'y retrouver à un moment ou à un autre. On en parlait ce midi, on n'adresse pas les publics de la même manière selon leur âge, leur bagage culturel, leur habitus, etc. Et là, c'est de se dire, je donne souvent un exemple qui est celui d'une balade sonore qu'on a réalisée, je ne vais jamais faire en 5 minutes. Allez, j'accélère. Une balade sonore qu'on a réalisée à Beauvais, à la maladrerie Saint-Lazare de Beauvais. Donc, c'est une maladrerie, donc c'est dans un quartier excentré. Les personnes qu'on a interviewées, c'est l'archéologue en chef, une guide conférencière, la responsable du festival du moment, mais aussi notamment un des jardiniers de l'agglo qui a demandé expressément, quand il a eu son poste aux Espaces Verts, de travailler à la maladrerie Saint-Lazare. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a grandi dans ce quartier, qui est un quartier excentré, on vient de le dire. Et quand il était enfant, il allait faire des parties de foot sous la Grange d'Imière, qui n'était pas encore rénovée. Et ils piquaient avec leurs copains des pierres, des vestiges pour se faire des circuits de gymkhana, pour faire du motocross. Tout ça sous les yeux effarés de l'archéologue en chef qui, du coup, les attrapait par les oreilles et leur expliquait non pas que c'est mal, mais pourquoi il fallait prendre soin de ce lieu. Sa grande sœur, elle a fait des études d'histoire et en fait, ce jardinier, du coup, il nous raconte son lien affectif avec ce lieu et qui fait qu'aujourd'hui encore, il y travaille et il n'a pas fini d'y passer du temps. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est que ce que nous disait l'archéologue et la guide conférencière était fort intéressant et indispensable à savoir, mais à un moment, c'est utile aussi d'avoir affaire à des tonalités de voix qui soient différentes. C'est utile d'avoir affaire à des registres de langage qui soient différents, parce que ça va permettre, l'identification. On a toujours quelqu'un qui nous dit: Ah, ce monsieur, il me faisait tellement penser à mon grand-père quand il me racontait des histoires, etc. Ou cette personne, on dirait ma cousine, etc. Bref, vous voyez ce truc d'identification. Vous avez tous vu des films ou lu des livres où vous êtes identifié au héros, à l'héroïne. C'est sur ce bouton-là émotionnel qu'on cherche à appuyer. Et c'est vraiment pour nous essayer d'avoir une dimension d'accessibilité universelle. Allons-y, puisque le mot a été jeté ce matin, mais plutôt finalement d'inclusion. Et l'inclusion, elle se joue à plein de niveaux. Pourquoi on utilise l'audio de façon exclusive? On fait un peu de son à l'image de temps en temps, mais c'est vraiment pas la grande partie de notre activité. C'est aussi parce que, Marine, tu parlais de la vue. La vue, c'est le sens qui prend la place et écrase tous les autres, de fait. Aujourd'hui, on vit dans un monde où vous avez entendu parler de l'économie de l'attention, de l'écologie de l'attention. Nos attentions sont, un, complètement saturées, et deux, elles sont en permanence sollicitées par des stimuli invraisemblablement trop importants. Et on se dit, nous, au travers de l'audio, comment est-ce qu'on vient finalement vous proposer d'abandonner les stimuli visuels au profit d'une attention plus privilégiée? Et c'est aussi pour ça qu'on ne va pas parler de technique aujourd'hui, en effet, parce que ce serait trop long, mais nous, on a quand même une appétence pour le casque audio. Et pas pour le casque qui laisse passer le reste des sons, mais bien plutôt, vous savez, ce mot d'immersion là qu'on entend tout le temps à toutes les minutes, on va dire, eh bien, le son, par nature, est un sens qui est puissamment immersif. Alors, d'abord, en effet, parce qu'il y a des technologies qui nous permettent de mettre les visiteurs et les visiteuses dans une bulle, de leur parler individuellement au creux de l'oreille. Et ça, c'est assez fascinant d'avoir des visiteurs un peu captifs comme ça, à qui on peut vraiment s'adresser en direct et avoir une relation presque individuelle. Et puis, ça permet aussi finalement de maximiser les émotions qu'on va proposer.
quand on parle d'émotion, ça se joue à deux endroits. Il y a d'abord l'effet qu'on peut appeler l'effet de Madeleine de Proust. Alors là, c'est pas un souvenir gustatif, mais on est sur des. Alors, moi, j'ai pas fait d'études en neurosciences, donc je vais pas m'aventurer trop sur des chemins qui sont pas les miens, mais en tout cas, voilà, on sait que ça a été très largement évoqué par Lise à l'instant. Cette mémoire auditive, et notamment liée à l'enfance et à l'adolescence, elle est très, très ancrée. Et donc, nous, on profite de ce champ-là pour toucher les visiteurs par une forme d'émotion qui va permettre une forme de mémorisation qui sera plus forte. Donc, en fait, tout ça, c'est un cercle vertueux. Et puis l'émotion, c'est aussi voilà, provoquer des souvenirs et des moments qui soient mémorables. Je prends souvent l'exemple de King Kong, quand ce film est sorti au cinéma. Vous savez, aux États-Unis, ils font des screen tests avec des spectateurs et spectatrices cobayes. Alors, les gens sont sortis de la projection de King Kong pas du tout convaincus, quoi. Mais alors, vraiment, on était à la limite du fiasco. Le compositeur de la bande originale a été rappelé et c'est là qu'il a écrit le thème musical qui accompagne chaque entrée de King Kong à l'écran. Et là, miracle est apparu et ça a fonctionné et tout le monde a frémi à l'entrée de King Kong dans chaque scène. Voilà ce que je pouvais vous dire. Peut-être qu'on pourra aller un petit peu plus loin sur d'autres apports plus tard, mais je pense que pour une intro, c'est pas mal. Oui, merci. Non, mais on voit comme effectivement, par votre discours, comme effectivement l'émotionnel peut avoir sa place également parallèlement au discours historique et comme ça peut effectivement ancrer l'expérience de manière complètement différente effectivement pour les visiteurs. Armelle Augustignac, donc, le musée des Beaux-Arts d'Arras, au sein duquel donc, vous travaillez, a sollicité également une agence sonore afin de co-créer, donc vous, c'était vraiment un travail de co-création avec les habitants de la ville, donc pour créer des capsules sonores qui constituent donc un parcours de visite alternatif. Et également, du coup, un outil de médiation, puisque actuellement, le musée d'Arras est fermé. Est-ce que vous pouvez revenir du coup un petit peu, s'il vous plaît, sur la jeunesse de ces capsules et les motivations qui ont amené justement voilà, le musée des Beaux-Arts d'Arras à ses créations et ses co-créations même plus particulièrement? C'est ça, donc nous, Musaire, c'est un projet qui commence à avoir quelques années. Donc c'est au sortir du Covid que Valentine Rondelet, elle a fondé Musaire. Donc c'est une start-up basée à Lille, donc pas très loin d'Arras. Et c'est Valentine qui est venue nous solliciter en nous proposant sa démarche, qui était une approche basée sur les cinq sens, sur les émotions qu'on pouvait ressentir à travers les œuvres. Et donc, nous, on s'est dit, faisons-lui confiance. Ce qui nous a séduit, c'est le côté novateur, d'avoir un parcours qui puisse être permanent dans nos collections, puisque jusqu'alors, on avait un parcours en soi très classique, cartel, panneau de salle, mais on n'avait rien de fixe qui permette aux visiteurs de faire ce petit pas de côté et de découvrir les œuvres autrement. Donc on s'est dit, allons-y. La manière dont ça a fonctionné avec Valentine, c'est nous, on choisissait les œuvres sur lesquelles on voulait qu'elle travaille. Donc on s'est concentré sur la première session en 2021, on a fait 7 œuvres. C'est 7 chefs-d'œuvre du musée d'Arras avec des grands artistes assez connus. Enfin, si je vous dis Rubens, ça va parler à beaucoup d'entre vous, je pense. Mais du coup, c'est des œuvres qui pouvaient effrayer nos visiteurs. Donc, on s'est dit, Valentine, elle va pouvoir proposer autre chose sur ses chefs-d'œuvre. Donc, la manière dont elle travaille, c'est elle rencontre l'œuvre en réel. Elle va d'abord se concentrer sur ce qu'elle va ressentir, ce qu'elle peut imaginer, créer. Donc, on est à la fois sur du fictif, et ensuite, elle va le confronter à ce que nous, on appelle le dossier d'œuvre. Donc, c'est vraiment la matière scientifique qu'on a sur les œuvres pour, à la fin, produire quelque chose qui va être mi-fictif, mi-vraiment, qui va apporter du contenu vrai sur l'œuvre pour les visiteurs. Voilà, elle nous le propose et nous, on en échange. On est sur une étape vraiment de co-construction avec elle. On ne lui donne pas 100% carte blanche puisque nous, on a quand même le souci d'apporter quelque chose de sérieux à nos visiteurs. Et sur la partie co-construction, donc sur cette première session en 2021, on a fait une œuvre co-construite. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'allait pas choisir une œuvre et dire à ce groupe de visiteurs, donc sur la première session, c'était
des personnes dites issues du champ social qu'on avait mobilisées via des centres sociaux. La plupart n'étaient jamais venus au musée qui est pourtant gratuit et qui est assez proche de chez eux. Donc c'était super intéressant de les faire venir et donc on leur a proposé de choisir parmi un noyau de collection autour des paysages 19e École d'Arras. Et c'est eux qui ont choisi, accompagnés par Valentine, sur la co-création. On confronte nos points de vue, on confronte déjà des idées, on crée déjà du sens, puisque nous, à ce moment-là, on est en position d'observateur. On laisse Valentine faire, on laisse les premières idées émerger. Et c'est les habitants qui vont choisir, qui vont créer du sens pour après en fait faire le même travail que Valentine, où nous, on va leur présenter l'œuvre qu'ils auront finalement choisie et ensemble aboutir à une capsule. Donc si vous voulez avoir un ordre d'idée, parce que là, je vais vous en parler, mais c'est quand même autre chose de l'écouter. C'est disponible en ligne sur Musée des Beaux-Arts d'Arras, vous allez les retrouver. Et donc oui, à la base, c'était un parcours dans nos collections permanentes. Effectivement, aujourd'hui, on est fermé. Donc, c'est des outils qui continuent de vivre hors les murs, ce qu'on appelle de manière très sympa. Le hors les murs, de plein de manières différentes, ça va de l'affichage deco, donc des grandes affiches que vous pouvez retrouver en déambulant dans la ville, avec le petit QR code, vous flashez, vous écoutez, vous êtes dans l'environnement urbain face à l'œuvre en affichage. Voilà. Nous, on l'a proposé aussi dans des formats événementiels chez des partenaires qu'on a parfois couplés avec de l'olfactif. Donc ça, c'était aussi super intéressant d'enrichir. Pour le coup, on est sur des repros d'œuvres. Donc nous, on a aussi à cœur de redonner quelque chose qui a du corps, de la matérialité qu'on n'a pas en hors les murs. Voilà. Donc c'est un dispositif qui est super intéressant qu'on a enrichi depuis. Donc en 2022-2023, on a ajouté 3 nouvelles capsules, dont une à nouveau co-construite. Et là, cette année, mes collègues sont encore à pied d'œuvre pour refaire des œuvres, dont une co-construite. Cette fois-ci avec des publics qui ont connu le musée ouvert, puisqu'on s'est tourné vers nos adhérents des ateliers artistiques, donc des personnes qui viennent soit cette année pour la première fois, soit qui avaient l'habitude de fréquenter le musée, prendre des cours de peinture, des cours de dessin, et qui du coup vont pouvoir apporter un nouveau regard sur les collections qu'elles ont pu potentiellement voir et faire découvrir à d'autres visiteurs leur point de vue, ce qu'elles ressentent, leurs souvenirs, pourquoi pas. C'est vraiment un médium qui permet tout ça, l'émotion, le multisensoriel, c'est hyper riche et à réutiliser de 1000 manières. Merci pour ce retour d'expérience. Et puis on voit bien effectivement quand vous parlez des panneaux qu'en fait ça permet vraiment effectivement de toucher des publics qui seraient pas forcément qui ne viendraient pas forcément au musée, mais effectivement et puis cette co-construction qui permet vraiment d'impliquer aussi les Arageois. Hein. Vous pour le coup c'est vraiment un public local. Donc on a commencé à brosser voilà quelques pratiques, quelques exemples hein, de réalisation. Maintenant que nous avons brossé donc, voilà, ce panorama de différentes formes de médiation en sonore donc, qui pouvaient être proposées dans les musées. Donc là, je vais poser une question hein, qui vous concerne toutes. Est-ce que vous pourriez justement, voilà, à travers ces projets, vos différentes expériences, nous faire part un petit peu de l'impact justement de ces médias sonores sur les différents publics que vous avez rencontrés? Voilà, nous parler un petit peu des différents retours du coup que vous avez pu observer donc sur les publics à travers ces médiations sonores. Si vous voulez, je vous libère le deuxième micro. Je vous laisse parler dans l'ordre que vous souhaitez. Je vais bien me lancer et après je passe à qui veut. Donc nous, en retour d'expérience, ce qui est super intéressant, c'est que on parle de bulles muséaires. Avec ma collègue, on parle même de bulles poétiques, parce qu'il y a vraiment cette idée, c'est ce qu'on disait, d'immersion. Soit on l'a fait écouter à l'échelle d'un groupe, donc avec une tablette ou un téléphone, soit dans le parcours permanent, les gens étaient invités à scanner un QR code et à mettre un casque sur les oreilles, soit qu'on prêtait, soit qu'ils apportaient. Et il y a vraiment cet effet de je prends le temps de me poser devant une œuvre, même devant l'art repro, ça fonctionne de la même manière. Je prends le temps, ça dure entre 3 et 5 minutes, je me pose, j'écoute et je n'ai rien d'autre à faire, entre guillemets, que d'écouter et me concentrer, de laisser mon regard se porter sur les détails qu'on nous invite à observer. Et il y a vraiment un sas
après l'écoute, où on sent que les personnes ont besoin de quelques minutes pour revenir à la réalité. Elles sont vraiment parties dans l'œuvre. Et c'est très rigolo parce qu'on a pris l'habitude du coup de les laisser le temps de venir à nous parce qu'il y a vraiment une digestion à faire. Et pour les publics du coup qui sont pas forcément habitués à fréquenter le musée, notamment ceux qui ont participé à la co-construction, ils ont ils repartent avec une nouvelle manière d'aborder les œuvres. C'est-à-dire que le pas de côté, il permet de se dire, OK, moi, j'y connais rien en histoire de l'art, j'y connais rien en histoire, je reconnais pas cet objet qui est complètement obscur. Bah, du coup, de quelle manière je peux faire du sens? Je peux faire du sens avec un souvenir d'un grand-parent qui m'a raconté quelque chose ou de quelqu'un qui va me parler de son quartier. Mais ça peut être aussi, moi, mes émotions. Je vois ces personnages, je vois leur visage, je vois leurs expressions. Qu'est-ce que je peux créer comme sens, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, que ce soit l'intention de l'artiste ou pas. Là, l'objectif, c'est vraiment de montrer aux gens, je peux solliciter mes émotions, je peux solliciter mon ouïe. Bah, tiens, je regarde ce tableau, est-ce qu'il n'y a pas un son qui émerge, qui peut me plonger dans une ambiance? Est-ce qu'il n'y a pas des odeurs qui, moi, vont tout de suite me titiller les narines? Et du coup, les inciter à créer du sens par eux-mêmes. S'ils sont à plusieurs, bah, c'est aussi les inciter à discuter. Et du coup, cette écoute et les participants à la co-construction, ils en partent avec l'idée de je peux être autonome face à une œuvre, je suis capable, moi, avec mon petit bagage, de rencontrer une œuvre et d'apprécier ça et de plus être tétanisée par mon Dieu, je ne connais pas ce peintre, mon Dieu, c'est une époque que j'aime pas, patati patata, ou de dépasser le stade de c'est beau, c'est laid, ça me plaît pas. On peut aller au-delà et du coup en parler très facilement aussi avec des enfants parce qu'on ressaisit ce qui est en nous et ce qui va parler à chacun d'entre nous et qu'on va pouvoir partager ensemble. D'ailleurs, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez au départ. Du coup, ils vont vraiment voilà, se poser devant l'œuvre, prendre le temps. C'est vrai qu'en moyenne, alors ça dépend des études, mais la présence devant une œuvre d'art dépasse rarement quelques secondes, hein. Tandis qu'effectivement, quand il y a un média sonore, on a remarqué que le média sonore allait vraiment accompagner la contemplation et donc il allait permettre plusieurs secondes, voire quelques minutes en fait, d'attention devant une œuvre. Et ce pour les différents publics. Et ça faisait notamment partie de la commande. On a demandé à Valentine de vraiment pas dépasser. Alors, il y en a quelques-unes qui font 5 minutes, mais à la base, on avait demandé vraiment autour de 3 minutes parce qu'on sait que les publics, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas forcément envie de rester très longtemps. Donc, c'était un objectif. Et du coup, on voit que ils arrivent quand même à tenir 5 minutes devant une œuvre assis. Donc, c'est hyper intéressant pour justement un peu lutter contre ce phénomène actuel. Je peux dire 2 mots? Bien sûr. Ouais, cette fameuse économie de l'attention, finalement, on arrive à capter les gens. Moi, je vais juste recoller un peu sur les publics en situation de handicap au travers de trois choses vraiment rapides. Il y a une des balades sonores qu'on a réalisées qui est vraiment en extérieur et qui a été labellisée Tourisme et Handicap à notre grande joie. En fait, elle est distribuée par un office de tourisme qui passait le référentiel et qui nous a dit, du coup, vous êtes inclus dans le label. On a eu un peu peur et en fait, à tort, puisque finalement, alors on prête toujours attention à ce que l'itinéraire choisi soit aussi accessible que possible aux personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'était OK. Sur l'aspect visuel, je vais y revenir, mais on avait travaillé avec des personnes concernées. Et donc, ça a été OK aussi pour les personnes en situation de déficience visuelle. Et puis, ce recours à l'oralité, tel que je l'évoquais tout à l'heure, a fait que ça a été également labellisé sur le volet des déficiences mentales. Et à l'époque, on était incapable de répondre techniquement sur l'aspect malentendant, non-entendant. Donc là, non. Mais en tout cas, pour revenir sur l'aspect de travailler avec les personnes concernées, ça change juste absolument tout. On a sorti cet été une balade sonore dans les rues du vieux Nîmes, de l'écusson de Nîmes, donc qui est hyper tortueux. C'est que des petites rues, c'est un écusson médiéval, quoi. Et on a imaginé, donc c'était une fiction, on a imaginé que un des deux personnages principaux était aveugle de naissance. Et donc on a eu des spin doctors avec nous qui ont éprouvé tout ce qu'on a pu écrire
tant en termes de crédibilité, mais aussi en termes de parfois d'abus de langage, parfois de traits d'humour qui sont... Alors en fait, ils étaient beaucoup plus drôles que nous, donc c'était OK. Mais en tout cas, nous, ça nous a donné une façon d'appréhender les choses qui était totalement différente et qui a un impact favorable pour l'ensemble des visiteurs et des visiteuses, parce que vraiment, l'écusson de Nîmes, vous pouvez vous tromper de chemin, enfin, je veux dire, même avec vos yeux, hein, c'est vraiment un dédale. Et donc, ça nous a permis d'améliorer l'expérience usagée pour tous et toutes. Donc ça, c'était vraiment super. Puis de la même manière, on avait été interrogé par le département de Saint-Lô pour produire un parcours sonore qui, là, ne s'adressait a priori qu'aux personnes en situation de déficience visuelle. Et donc, c'était de dire, bah, on donnera une tablette avec un casque aux visiteurs non-voyants. Et puis voilà. Et en fait, très vite, on leur a posé la question de dire, mais peut-être qu'il y aura d'autres visiteurs, visiteuses qui auront envie d'écouter ces contenus aussi. Donc, finalement, bah, de la même manière, on a fait évoluer le dispositif et aujourd'hui, il est remis à la demande à n'importe qui a envie d'avoir une autre médiation, un autre accès à la connaissance, parce que tout le monde n'a pas envie de lire des panneaux de salle. Voilà. Et ça permet aussi d'avoir une approche un peu plus diverse, quoi. Merci. D'autres retours sur l'impact que peuvent avoir ces médias sonores donc, sur le public? Alors moi, j'aurais beaucoup de choses à dire par rapport à mon projet de thèse, parce que j'ai travaillé sur le parcours pour enfants au Musée national de la Marine, le site parisien. Donc c'est un parcours fictionnel à destination des enfants entre 7 et 12 ans. Et donc moi, je suis intervenue sur une phase d'étude de réception, entre guillemets. Et ce qui m'intéressait, c'était donc de répondre un peu à la question des enjeux du cahier des charges, en fait, par rapport à la production du parcours. Donc c'est un parcours fictionnel, donc il y a des personnages, il y a 13 œuvres dans l'ensemble du musée, et donc des personnages qui s'adressent aux enfants avec tout un paysage sonore complexe aussi qui accompagne cette narration. Et donc les trois enjeux, c'était d'une part d'améliorer en fait l'attention justement portée à l'œuvre visuelle, de permettre de vivre des émotions et de faciliter une immersion sonore. Donc grande question, la question de l'immersion. Donc le gros travail de ma thèse, c'était de trouver un ensemble délimiter des sous-hypothèses avec un ensemble de critères, d'indicateurs pour pouvoir monter un protocole qui permette d'apporter des données un peu intéressantes à analyser. Donc je ne vais pas du tout exposer le protocole, mais par rapport aux résultats, donc un des outils utilisés, c'était l'oculométrie. L'oculométrie, c'est en fait, on a les enfants porter des lunettes, donc en fait, c'est uniquement des montures, il y a un ensemble de capteurs, il n'y a pas de verre, c'est très léger, hein, c'est pas intrusif. Enfin, il y a juste voilà, la monture. Et en fait, ça permet donc de capturer le champ visuel, le champ sonore, enfin l'environnement sonore, et ça permet aussi donc de voir exactement le déplacement des yeux, le diamètre pupillaire, le nombre de fixations sur les œuvres, etc. Et donc, un des premiers effets très intéressants, un des premiers éléments très intéressants avec ces lunettes, c'est déjà de faire la visite à hauteur d'enfant, parce que du coup, j'ai récupéré les vidéos à la première personne, en fait, de ces visites. Et donc là, on se rend compte très vite que bah, les œuvres, des fois, sont vraiment trop hautes, ou qu'il y a des reflets qui sont... Les lumières, en fait, à hauteur d'un enfant de 7 ans, bah, en fait, la lumière, elle est pile sur le personnage qui parle, en fait, sur lequel, lui, il est censé porter son attention. Des choses comme il monte l'escalier pour aller au premier, bah, en fait, pour un enfant de 7 ans, un escalier, c'est un sacré déjà périple parfois, et donc pour tout ça, pour aller voir une œuvre et puis redescendre par la suite. Et ça, ils me le disent dans les entretiens, parce qu'il y avait aussi des entretiens, et voilà, donc ça, c'était très intéressant pour la question de l'accessibilité. La question de l'accessibilité aussi à la narration, donc il y a une œuvre, c'était la Dalle en verre par Champignol, donc c'était une œuvre qui était destinée pour le paquebot Normandie. Et donc, pour les enfants, il y avait la fiction était difficile à comprendre, en fait, qui parle. Voilà, donc ça a été aussi mis en avant. La question de la fiction aussi, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a comparé à un parcours qui est non fictionnel, avec des descriptions, adaptées pour les enfants, évidemment, et aussi avec des éléments sonores. Des éléments sonores dans cette version-là qui n'étaient pas, en fait, qui étaient des sons extraits de banques d'archives libres de droit. Donc c'était histoire que le parcours soit agréable, mais en fait ce sont des sons, ah ben, on va mettre une musique là, comme des fois ça se fait dans les sites patrimoniaux ou culturels, où on va mettre une petite musique comme ça en fond, et puis et en fait, donc qu'est-ce que ça apporte? C'est pas forcément très très utile. Donc ce parcours, il était fait comme ceci pour qu'on puisse comparer justement les deux. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la fiction, les enfants reviennent beaucoup plus enthousiastes, hein, ça marche mieux effectivement. Je ne rentre pas non plus dans les détails parce que j'avais un ensemble de critères là-dessus. Par contre, les effets un peu délétères et quand même qui sont un peu questionnables par rapport à la fiction, quand on a des personnages, c'est que des fois, il y a un peu une tendance à la déréalisation. C'est-à-dire que j'ai des enfants qui me disent « Ah, mais la Pérouse, il n'a pas existé parce que c'est un personnage qui leur parle. »
Alors, bon, là, on est au musée de la Marine, ça va, mais bon, on imagine dans un musée d'histoire ou un mémorial ou sur des sujets un peu sensibles, c'est quand même à manipuler un peu, enfin, à réfléchir, quoi, en amont. Et aussi un effet très intéressant pour le coup de l'immersion. Donc, par exemple, euh, ce qu'on remarque, c'est une perte de repères spatiaux et temporels, en fait, quand on est immergé dans quelque chose. Et donc ça se remarque très facilement par rapport à une œuvre qui est centrale dans le musée de la Marine. Si vous y êtes allé, c'est l'Incendie du Kent, qui est une œuvre monumentale, une peinture, plein milieu du musée, et juste à côté de la fameuse grande vague numérique. Je ne sais pas si vous y êtes allé, mais on ne peut pas le louper. Les enfants qui avaient la fiction, en fait, je leur demandais toujours, il y avait 2 phases d'entretien, un petit peu, et ça, c'était où? Il y avait des choses autour, enfin, je vois un peu ce qui ressort. Ceux qui avaient la fiction, ils avaient beaucoup de mal à me dire, ils ne savaient pas me dire si c'était au début, à la fin, s'il y avait d'autres choses autour, parce qu'ils étaient extrêmement immergés dans la fiction, qui en plus est assez impressionnante, parce que donc il y a des sons ça représente un naufrage, donc on entend hurler, tout ça, et ça les impressionnait beaucoup. Donc à la fois, l'immersion a bien fonctionné, et en même temps, bah, les enfants qui avaient le parcours descriptif, ils avaient une mémoire un peu proprioceptive, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui était meilleure. Donc là, en fait, c'est intéressant parce que ça, pour les services de médiation, c'est vraiment l'idée de qu'est-ce qu'on veut faire, en fait, qu'est-ce qu'on veut concrètement qu'ils retiennent. Un autre point de la fiction aussi, c'était le fait de retenir des fois des éléments très anecdotiques liés à la fiction. Ils se rappellent du personnage qui leur a parlé, ah ben il était enrhumé, ah ben il toussait. Des éléments vraiment propres à la fiction, mais par contre, pas forcément des éléments propres à l'œuvre qui était censée. Enfin, voilà. Donc ça, c'est enfin, c'est quelques exemples. Pour la question du temps d'observation, effectivement, ils restent longtemps devant les œuvres parce qu'ils ont 2 minutes 30 d'écoute. Donc ils restent longtemps par rapport à la moyenne. Là aussi, je pense que c'est après aussi c'est qu'avec les lunettes, en fait, donc on a le temps d'observation, mais en fait, on peut rester 1 minute devant quelque chose et penser tout à fait à autre chose, en fait. Donc, c'est aussi à prendre avec précaution, et ça se voit, c'est que les entretiens, quand je recoupais les données, c'était le but d'avoir un ensemble de données quantitatives et qualitatives pour faire des croisements et pour que ça soit plus intéressant, et surtout pour éviter des fausses interprétations ou des surinterprétations. Et effectivement, en fait, il n'y a pas du tout de corrélation évidente entre le fait que l'enfant, il est face à une œuvre et il écoute vraiment, et le fait que 10 jours après, il a retenu quelque chose ou qu'il est capable de m'en parler. Il y a des enfants qui parlent dans tous les sens, et pour autant, ils écoutent très très bien parce qu'ils sont capables 10 jours après de. Voilà. Donc il n'y a pas de corrélation évidente à ce niveau-là. Voilà. Merci pour ce retour. Alors, c'est vrai que du coup, on se rend compte qu'effectivement, la médiation sonore, oui, mais qu'il faut bien penser effectivement dans quel but, pour qui et comment, effectivement, ça peut avoir aussi des effets. Et je pense qu'il faut aussi penser, surtout par rapport à l'évaluation, qui développe, enfin voilà, de développer cette question de l'évaluation, peut-être sans rester uniquement sur la question du pur qualitatif et du déclaratif, parce que parler de son écoute aussi, c'est très dur. Donc ça, on le voit dans l'entretien, c'est pas facile, on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas l'habitude aussi. Et donc il y a aussi la question de l'évaluation quand même, il y a plein de choses qui pourraient être faites, et notamment en collaboration avec la recherche académique. Voilà, ce qui ne se fait pas encore énormément, mais ça mérite. Merci. Le temps passe. Lise Henry et Françoise Canon-Roger, justement, voilà, on parlait un petit peu de ces différents impacts. Est-ce que vous pensez que ces différents médias sonores peuvent favoriser la rencontre des publics en situation de handicap, justement, avec une œuvre d'art, ou situation de handicap ou atteint de maladie, ou est-ce qu'on ne risque pas aussi parfois, justement, de provoquer la confusion, voire des surcharges, en fait, sensorielles ou émotionnelles? Est-ce que vous conseilleriez d'ailleurs une manière particulière pour introduire ces médias sonores donc, dans les médiations à destination donc, des publics vraiment en situation de handicap? Bien, le partenariat entre le musée et France Alzheimer est effectivement extrêmement bénéfique aux petits groupes qui viennent visiter, et donc on a une petite expérience, un petit recul. Ces visites sont un peu différentes de l'atelier qui a lieu aussi par ailleurs dans le cadre du musée, et donc qui consiste en une thérapie, contrairement aux visites qui sont ponctuelles. Je crois que c'est important peut-être de faire la différence, parce que les dispositifs sont forcément différents et l'impact est aussi différent. Je crois qu'à la première question, on ne peut que répondre oui, compte tenu de tout ce qu'on vient d'entendre. Ce qu'il y a, je pense, c'est qu'il faut prendre en compte vraiment le type de handicap qui est concerné. C'est-à-dire, alors si je peux parler de la maladie d'Alzheimer, puisque c'est pour cela que je me trouve ici, c'est une pathologie qui est
que l'on connaît mal, en fait, et qui se manifeste essentiellement par ce qu'on appelle les 4 A, hein, c'est ce qu'on simplifie, enfin pour simplifier, c'est-à-dire le premier A, c'est-à-dire privatif, perte de la mémoire, aphasie, donc perte du langage, agnosie, perte de la reconnaissance des formes, et apraxie, perte du contrôle du mouvement des gestes dans l'exécution d'une tâche. Donc on voit que les 3 premiers A, en fait, sont concernés, enfin concernent la visite potentielle d'un musée, l'appréciation d'une œuvre d'art. Hein. En particulier, donc, comment dire, la perte, l'aphasie, qui est, comment dire, qui bloque toute manifestation enfin, de réaction vis-à-vis d'une œuvre d'art. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que ces bénéficiaires sont à des stades différents. Ça fait donc une difficulté supplémentaire. Au stade léger, il y a des atteintes. Alors, c'est la mémoire qui est atteinte en premier, puisque c'est l'hippocampe qui est concerné en premier en général dans cette maladie. Donc, le lien entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme devient compliqué. Au stade modéré, ce sont les gestes et le langage, et la reconnaissance des formes qui sont atteintes. Et puis, au stade sévère, alors là, c'est la mémoire à court et long terme qui disparaît, et donc une perte qui provoque une perte d'autonomie complète. Néanmoins, ce qu'il faut quand même garder d'un point de vue positif, c'est que les affects, l'émotion, les sensations, les capacités émotionnelles et le vécu de la personne demeurent très très longtemps. Donc ça, c'est intéressant pour le lien avec la musique, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, on peut solliciter autre chose que l'intellect et la mémoire plus élaborée, la mémoire par exemple procédurale ou ce genre de choses qui disparaît au fur et à mesure. C'est une maladie qui évolue différemment en fonction des individus. C'est-à-dire que donc après cette première perte de mémoire, c'est à ça qu'on le reconnaît, et c'est à cause de ça qu'on identifie la maladie. Après, les atteintes au cerveau ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Donc ça veut dire que, par exemple, si les aires qui sont dédiées au langage, comme l'aire de Broca ou l'aire de Wernicke, sont atteintes précocement, le langage va disparaître très vite. Autrement, ça peut être beaucoup plus lent dans certaines pathologies. Donc, ça vous donne un public très varié, en fait, en fonction de tout ça. Si on ajoute aussi ce que vous avez appelé le champ social, ça peut avoir un impact sur la façon dont on aborde ces visites. Alors, la capacité de la musique à être proche du langage qui a été développée, que vous avez développé tout à l'heure, effectivement, est extrêmement intéressante, parce que ça ne remplace pas, mais il est vrai que vous avez dit que la musique est structurée comme un langage, ça c'est clair. Elle ressemble, le langage et la musique ont beaucoup de points communs. Chez un malade qui perd progressivement la parole, il y a d'abord des confusions phoniques. C'est-à-dire que vous savez que le son fait le sens. Hein. Si vous dites, je ne sais pas moi, poteau, vous dites coteau, vous ne dites pas la même chose parce que votre initiale est différente, mais ça a un impact sur le sens du mot qui est produit. Donc il y a des erreurs, enfin des confusions phoniques, des confusions sémantiques, puisque les classes sémantiques qui sont mémorisées sont brouillées. Et puis il y a un symptôme qui est général dans la maladie d'Alzheimer, c'est la désorientation. Donc, c'est une désorientation qui est à la fois spatiale, temporelle, mais qui aussi atteint le langage. Puisque notre langage est structuré, si on prend la syntaxe, on se repère dans ce que l'on dit par rapport à ce que l'on a dit précédemment. C'est-à-dire qu'on va faire des énoncés qui vont commencer par moi, mon frère, etc., etc. C'est-à-dire qu'on repère toute la chaîne syntaxique par rapport à la personne qui parle. Et si vous êtes désorienté, vous commencez, mais tout d'un coup, vous ne savez plus comment vous allez commencer, c'est-à-dire quels sont vos repères. Hein. En termes linguistiques, c'est ce qu'on appelle des repères linguistiques. Hein. Il y a aussi un autre repérage qui existe en linguistique, c'est la chaîne anaphorique. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de quelqu'un, vous allez dire par exemple « Pierre est venu », vous n'allez pas recommencer votre phrase suivante en disant « Pierre était très content », vous allez dire « Il était très content ». Donc ça fait un repérage mutuel entre les éléments syntaxiques, et ça, c'est quelque chose qui est atteint assez fréquemment dans cette pathologie.
Donc, comment dire, on peut essayer de substituer un langage à un autre, ou en tout cas permettre la communication verbale autrement. Parce qu'on pense souvent que la communication verbale ne consiste qu'à échanger des informations. Mais en fait, si vous réfléchissez à ce que vous dites en une journée, vous avez très peu d'énoncés qui concernent le simple transfert d'informations. En fait, on parle beaucoup, pas seulement pour échanger de l'information. On dit des tas de choses qui sont simplement des manières d'établir le contact, de garder le contact. Donc, ça, c'est quelque chose que la musique peut faire tout à fait aussi. La musique, que la musique comme la langue est orientée, elle est linéaire et donc structurée. En revanche, la musique a un grand avantage, c'est qu'elle est non référentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Merci, donc on peut exploiter le fait que la musique peut s'adapter en fait à, par exemple, une œuvre. Je vois le joueur de mandoline là. On peut utiliser ce moyen de communication de façon très libre, en réfléchissant à la façon dont on peut l'adapter à l'œuvre dont on est en train de parler. Alors, si on passe à l'aspect peut-être un peu plus pratique, on n'a plus beaucoup de temps. Ah, ok, bon, alors je conclus. La seconde question, avant, j'aimerais bien répondre juste à celle-ci. La multiplication comment dire, oui, de la surcharge. La surcharge sensorielle. Alors, il y a un autre problème qui peut intervenir, c'est l'inhibition n'existe plus chez les malades d'Alzheimer. Or, quand vous faites un choix, par exemple, si vous dites tu veux la jupe bleue ou la jupe rouge ou la jupe verte ou la jupe jaune, eh bien, la personne est totalement incapable de choisir, parce que le choix, c'est pas seulement positif, c'est aussi éliminer ce qu'on ne choisit pas. Et ça me semble vraiment essentiel lorsqu'on fait un dispositif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas multiplier, parce que du coup, si vous suivez par exemple la musique, vous pouvez très bien ne pas du tout être comment dire, en relation avec l'œuvre qui vous est présentée. Donc ça, c'est très important. Je pense que il faut éviter la saturation, ce serait une des clés. Voilà. Merci beaucoup. Élise, compléter. Oui, voilà, tout à l'heure, j'ai parlé principalement en fait des effets de la musique avec le versant positif des effets de la musique et du coup les possibilités, les perspectives de traitement. Évidemment que s'il y a ces effets positifs, il y a aussi potentiellement des effets négatifs. Et du coup, ces effets négatifs peuvent très bien se traduire dans l'exploitation ou la surexploitation du média sonore pour les publics en situation de handicap. Je pense notamment, et du coup, je me dis, voilà, en vous écoutant, etc., qu'en réalité, ce serait indispensable de travailler avec des spécialistes de chaque pathologie et ou des patients atteints pour affiner en fait les propositions en fonction des pathologies. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez fait sur le site internet des petits trucs par pathologie, voilà, en disant ben, c'est quand même parce que... Et en fait, si, c'est bel et bien ce qu'il faut faire, parce que justement, selon les difficultés, selon l'approche sensorielle, je pense notamment aux patients atteints de troubles du spectre autistique. Alors déjà, il y a autant d'autisme que de patients autistes. Et donc avec le trouble du spectre autistique est extrêmement large. Et au niveau sensoriel, au niveau de la stimulation, on va avoir des choses extrêmement diverses qui vont du coup soit surstimuler, soit enfermer dans une bulle, et du coup avec de l'autostimulation derrière, donc isoler plutôt que ouvrir. Voilà. Et donc pour chacun des publics, en fait, c'est important de doser en fait les éléments sensoriels qu'on va mettre à disposition des publics pour s'assurer justement de la bonne perception des choses, la plus adéquate possible, quoi. Oui, c'est vrai qu'on parlait d'universalité. Alors, c'était d'ailleurs un peu ma question suivante. Est-ce que ces médias sonores peuvent effectivement constituer également des alternatives plus universelles aux audio guides classiques? Alors, on y a déjà un petit peu répondu. Et puis là, on se rend compte effectivement avec ces questions que ça reste effectivement à tempérer également. Il ne faut pas non plus que la recherche d'universalité effectivement efface aussi les besoins spécifiques
de chacun des publics. Du coup, on va conclure avec la dernière question. Quel conseil vous donneriez aux professionnels justement qui souhaiteraient introduire le média sonore dans leur parcours de visite? Bon, c'est vaste. 5 minutes? Si vous avez des trains en votre, vous pouvez partir. Bah, du coup, moi, je viens de répondre, je pense rapidement à ça. Je pense qu'il faut, pour introduire ces dispositifs, avoir une connaissance un peu plus approfondie en fait des problématiques des différentes pathologies et du coup aller chercher un petit peu des références auprès des spécialistes pour pouvoir adapter les dispositifs. Voilà. C'est vrai que je me souviens, lors de nos échanges avec Lisori, nous avions parlé notamment du public autistique et vous m'aviez dit, chose qui m'avait surpris, je vous parlais du fait que justement, pour les personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme, on ponctuait parfois d'écoute musicale, que ça apaisait, et vous m'aviez dit même qu'on pouvait proposer en appui du discours, pendant le discours, effectivement, de la musique, et ça pouvait aider effectivement à une meilleure compréhension. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a plein de formes diverses et d'introduction du média sonore en selon les publics. Auquel on ne pense pas forcément, effectivement. Moi, je dirais que dans l'élan de la co-construction, c'est de se faire confiance les uns les autres selon notre spécialité. C'est faire confiance à alors je vais parler de prestataires auxquels on fait confiance. Donc, nous, Musaire, sur sa spécialité, c'est la narration. C'est faire confiance à l'association avec laquelle on va mobiliser du public pour que nous, ensuite, médiateurs, on puisse adapter au profil des personnes parce que, effectivement, nous, Musaire, on ne l'a pas du tout imaginé par rapport à une typologie de public. On a essayé de brasser assez large. Ça reste un niveau de contenu assez soutenu, mais du coup, c'est notre rôle d'être le passeur, de l'adapter, de concentrer ensuite les publics sur un aspect, mais on peut bien le faire seulement si on a travaillé en amont avec la structure partenaire. Donc, c'est vraiment de faire équipe pour que ça fonctionne. Je vais dire la même chose. Alors, j'ai quand même juste pour préciser, c'est que moi, j'ai eu la chance de travailler avec le service de médiation du Musée de la Marine, avec Lucia Hertz, la chef du service de médiation, qui était extrêmement enthousiaste sur ce projet. Le service marketing aussi, qui s'est occupé du recrutement, par exemple, des enfants. Enfin, et l'entreprise Unadisho Studio, donc qui a conçu le parcours pour enfants. Et donc, en fait, c'était vraiment une vraie collaboration. Voilà, et c'était très riche justement de pouvoir échanger entre nous et de s'apporter mutuellement. Je pense que c'est absolument nécessaire aussi pour justement produire quelque chose de qualité. Enfin, donc j'encouragerais effectivement à approfondir la connaissance des publics et puis de travailler peut-être avec les artistes, avec les prestataires, les entreprises donc qui ont une vraie expertise de terrain et puis aussi, oui, pourquoi pas avec la recherche académique. Et juste petit exemple, on en avait parlé aussi, mais par rapport au public autistique, il y a une étude de Bougueniès et d'autres auteurs, dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui date de 2016. C'était sur un dispositif Muséo Plus au Palais des Beaux-Arts de Lille. Et c'est un dispositif à destination des enfants qui étaient autistes, des enfants non autistes. Et donc, dans l'étude, dans les résultats notamment, il y avait, à partir d'une méthode qui vient de la psychologie des émotions, où on regarde en gros, est-ce qu'ils sont plus excités ou est-ce qu'ils sont moins excités. Et en fait, pour les enfants autistes, donc, ils étaient plus calmes. Alors que pour les enfants non autistes, ils étaient plus excités. Mais en fait, ces résultats diffèrent, mais sont intéressants et sont positifs dans les deux cas, parce que c'est ce qu'on recherche pour un enfant autiste qui revienne apaisé, et pour un enfant qui n'est pas autiste, qui ne revienne pas apathique, qu'il soit stimulé. Donc en fait, c'était assez intéressant de voir comment on peut aussi interpréter des résultats en fait en fonction des publics. Et donc ça, c'est encore une fois, il faut des personnes qui sont en mesure de faire ces études et d'analyser correctement aussi les résultats. Et, voilà. Là, il y avait eu aussi une étude d'oculométrie et on s'était rendu compte que les enfants autistes ne regardaient pas du tout les mêmes endroits du tableau par rapport aux autres personnes. Donc, c'est intéressant aussi de voir que les centres d'intérêt aussi étaient complètement différents. J'ai pas été mal polie avec ma voisine, je vais pas piquer le micro. Je dirais, déjà se poser la question de pourquoi on fait ce projet, pour raconter quoi, au service de quoi et à destination de qui.
C'est vraiment parce que il y a eu un moment où il y a eu cet effet aussi son spatialisé, on a tous envie d'être un peu dans la trend, dans le truc qui se fait et qui a l'air chouette. Mais vraiment, la phase d'expression des besoins et des attentes, elle est hyper importante. Et aussi pour nous, c'est-à-dire que si nous, derrière, on n'a pas une réelle intention à partager, ben, on va pas savoir quelle histoire raconter, comment la raconter et de la meilleure manière. Et puis, se dire que c'est des projets qui se font sur un temps long. Ne pas penser que les délais de réalisation, parce qu'en fait la conception est très longue, la réalisation va l'être pas tout autant, mais de manière importante quand même. Et ce serait dommage de compresser le temps et du coup de se priver de faire des tests usagers et de venir justement questionner le projet à plusieurs étapes quand c'est possible par des personnes qui sont concernées, qui sont dans la cible en fait. Et ça c'est valable pour l'ensemble des cibles en fait. Hein. C'est pas justement juste lié à telle ou telle typologie d'usager. Mais ça me semble, voilà, pour moi, ce serait les 3 clés. Absolument que je dise quelque chose, j'essaye de faire gagner du temps. Mais juste une chose qui m'est venue en préparant, c'est peut-être le souci de ne pas oublier que l'idée, c'est quand même de faire apprécier une œuvre d'art. Voilà, c'est peut-être ça aussi qu'il faut bien garder présent à l'esprit et ne pas oublier que c'est une sorte de triangulation voilà, dans lesquelles il y a peut-être des échelles de participation. Voilà. Tout à fait. Merci. Quelqu'un va ajouter quelque chose? Non, très bien. Merci beaucoup pour ces échanges. Alors, parmi le public, est-ce que vous souhaitez échanger justement autour de ces médias sonores, de leurs enjeux, leur impact, l'implication des publics? La nuit qui tombe. C'est ça, ouais. Ils sont qui TP, oui. Donc c'est vrai que bon là on a essayé un peu de axer vers différentes problématiques, mais bon, vous remarquez que c'est un sujet qui est vraiment très vaste. Là, on a donné quelques exemples de projets, mais là, on se rend compte qu'il y a des multitudes de projets à mener selon les publics, des projets, mais également voilà, une vraie réflexion également de manière plus ponctuelle. Donc, c'est vrai qu'ici au musée, on a introduit le média sonore au départ de manière très empirique, en fait, hein, parce qu'avec certains publics qu'on avait l'habitude de fréquenter, on s'est rendu compte que ça pouvait apaiser pour Alzheimer. Donc, ceux qui étaient avec moi en visite ce matin, je vous ai raconté qu'à un moment, j'ai une dame, donc face à une sculpture qui évoquait la perte de l'Alsace-Lorraine, s'est mise à chanter une chanson voilà, en lien avec la thématique, alors que quand au départ, je leur avais demandé un petit peu voilà, leur sentiment face à l'œuvre, il n'y avait pas de reconnaissance du tout du sujet. Et que là, par contre, ça avait vraiment permis de recontextualiser aussi l'œuvre. On avait parlé aussi du côté émotionnel, effectivement. Certains enfants autistes m'ont parfois, alors c'était pas la même thématique, mais du coup, on me redemandait la même chanson, la même musique que la dernière fois. Enfin, voilà, mais donc on voit que pour certains, effectivement, en fait, le média sonore peut vraiment avoir des enjeux qui sont très divers hein, selon les publics. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on se rend compte que, à part les 4%, j'ai oublié le terme, de personnes qui ne sont pas sensibles du tout, la musique reste quand même un média assez universel. Mais donc, effectivement, à utiliser avec précaution, parce qu'il ne faut pas non plus que cette universalité nuise aussi à la perception de certains publics. On s'était posé la question, nous également, avec les odeurs. Est-ce qu'on les diffuse comme ceci et tout le monde en bénéficie, mais est-ce que ça ne va pas gêner effectivement certains publics hein, avec ou sans situation de handicap hein, voilà, donc c'est vrai qu'avec le média sonore aussi, hein, faut peut-être que ça reste un choix et pas Juste le musée de la Marine, justement, alors je ne sais pas si ça se fait ailleurs, je donne l'exemple que je connais, mais ils font des heures adoucies, il y a des mercredis, je crois, voilà, où ils coupent tous les dispositifs de médiation pour les personnes qui ont une forte sensibilité, en fait. Et c'est que l'hypersensibilité est aussi de plus en plus reconnue dans les positions. Et ça vient de la grande distribution, je crois, justement. Oui, tout à fait. C'est pratique. Ouais, les cinémas, du coup, aussi le proposent. Et puis, mais effectivement, bon, c'est au départ pensé pour les personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme, mais qui effectivement, en fait, sont très appréciés par d'autres handicaps. Voilà. Et des personnes aussi qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui ont une hypersensibilité. Voilà.